Bonsoir à tous, on va reprendre Au cœur des forêts de Christian Signol. Chapitre 10. Une semaine a passé au cours de laquelle nous avons essayé d'entreprendre à nous connaître, nous découvrir vraiment. Cela m'a demandé beaucoup d'efforts et je n'ai sans doute pas accompli la moitié du chemin que Charlotte aurait souhaité me voir franchir. Il y avait trop d'habitude, de silence autour de moi depuis trop longtemps. Solange s'était immiscée entre nous naturellement, mais ce n'est pas pour me déplaire, j'étais très occupée dans la forêt, et je préférais que Charlotte ne reste pas seule en mon absence. Une sorte de complicité s'était rapidement tissée entre les deux femmes qui, en quelque sorte, rendait ma présence moins indispensable. Je rentrais déjeuner à midi, mais je repartais aussitôt. En fait, je m'attardais auprès de ma petite fille et surtout le soir et une partie de la nuit, car elle dormait beaucoup pendant la journée, et elle avait du mal à trouver le sommeil avant 1 heure du matin. J'avais compris qu'elle avait peur, qu'elle avait besoin d'une présence, d'une voix. Et nous avions pris l'habitude de nous installer, après le dîner. Elle allongée sur le canapé comme la première fois, moi assis dans l'un des deux fauteuils qui lui faisaient face. Et là, peu à peu, j'avais réussi à prononcer les mots que j'avais gardés prisonniers si longtemps. D'abord avec lenteur, puis de plus en plus volontiers, quand j'avais mesuré à quel point elle en avait besoin, qu'il formait pour elle une sorte de rempart à l'abri duquel elle se réfugiait, lorsque je m'arrêtais de nouveau, repris par mes réticences à parler, à dévoiler ce que je n'avais jamais dit à personne. Jamais dit à personne, elle murmurait comme le premier soir. Encore, Bastien, s'il te plaît. J'avais commencé par lui raconter mon enfance, lui avais expliqué le sortilège des premières fois, la découverte de la forêt, les secrets que l'on frôle, les allers-retours quotidiens vers l'école, les félicitations de ma maîtresse. J'étais premier dans toutes les matières, mais je n'avais aucun mérite, car j'apprenais facilement. D'où les espoirs qu'elle avait formés pour moi d'une autre vie, ailleurs, très loin. Quand j'avais eu 12 ans, elle était venue voir mes parents pour leur parler de mon avenir. Mon père était d'accord pour me faire poursuivre des études, mais j'avais refusé. La déception de ma maîtresse avait été immense, mais la forêt, les arbres m'avaient envoûtée, sans doute autant que Justine, que je ne voulais pas abandonner. Le cœur des forêts de Christian Signol. Je la savais fragile, incapable de se défendre contre ces présences mystérieuses qui peuplaient le plateau et auxquelles elle rêvait d'échapper un jour. Alors, en quelle année as-tu quitté l'école m'a demandé Charlotte. En 1942. C'était la guerre? Oui, mais on n'a vu qu'un soldat allemand, et encore, il était blessé. La résistance s'était organisée tout autour de Servières. Mon père l'aidait, la ravitaillait et se sentait protégé, d'autant qu'on vivait dans la forêt à longueur de journée. Nous n'étions pas nombreux et nous y aventurer étaient certainement pas les Allemands. Si bien qu'à la fin de la guerre, en 1945, j'avais 15 ans, mais je travaillais déjà avec mon père depuis 3 ans. Et tu n'as jamais souhaité partir? Jamais, sauf quand j'y étais obligée. Je lui avais raconté mes expéditions dans la forêt avec François, le fils Chanteloup, le murmure des branches, la poursuite de la fée Oriandre de la légende que nous recherchions inlassablement, nos cachettes secrètes au fond des vallons perdus, nos arcs en bois de houx et nos flèches de noisetiers, les points d'eau où se rencontraient hommes et animaux, les nids dans les arbres dont les guettions l'éclosion, le départ des oiseaux libres qui nous laissaient le cœur battant, perdu, et pour des jours inconsolables. Le premier couteau à 4 lames avec lequel je sculptais des statuettes ou des moulins à vent, les batailles de boules de neige dans les hivers interminables, le poêle énorme de la salle de classe dont le tuyau faisait un coup d'étrange à angle droit, avant de disparaître dehors. Je préférais de beaucoup les jeux de la forêt à ceux de la cour de récréation. Ils étaient autrement peuplés, autrement plus intéressants, et les arbres leur conféraient autant de gravité que de mystère. Je lui avais également parlé de mon père, Aristide, né en 1900, d'un père bûcheron mort à la guerre en 1914, et donc obligé de gagner sa vie très tôt. C'était lui qui avait accompli le pas le plus important. Bûcheron dès l'âge de 12 ans, il s'était installé à son compte comme débardeur, à son retour du service militaire, sortant ainsi d'une condition de dépendance pour acquérir un autre statut, devenant peu à peu propriétaire, à la fois de quelques parcelles de forêt et de la maison qu'il m'avait léguée. Enfin, je lui avais parlé des arbres, des chênes et des douglas, des épicéas et des châtaigniers, de la grande patience qu'ils exigeaient des hommes, de leur effort toujours vain, de la dernière tempête catastrophique.
Tout est par terre, avais-je dit. Le bois ne vaut plus rien et pourtant, on est obligé de les dégager, sinon on ne pourra pas replanter. C'est alors que Charlotte avait commencé à s'intéresser à la forêt, à me poser des questions sur ce qui s'était passé le 27 décembre 1999, et je m'étais confiée plus facilement, car parler des arbres m'est plus facile que de parler de moi. C'est arrivé un peu avant la nuit, une sorte de houle dont le vacarme était allé grandissant jusqu'à un mugissement de mer démontée qui semblait avoir empoigné le plateau dans une tempête inimaginable. J'étais sortie sur la terrasse, inquiet du coup de vent qui avait été annoncé, mais j'avais compris qu'il s'agissait de bien d'autre chose que le choc sec, terriblement violent. Des branches qui cassent avaient commencé à retentir avec une netteté, une sonorité qui enfonçait un coin terrifiant dans la houle ininterrompue du vent devenu fou. Ensuite, le fracas était devenu plus effrayant encore, quand ce ne fut plus seulement les branches qui cassaient, mais les troncs des épicéas et des pins proches de la maison, et cela avait duré une grande partie de la nuit. Quand j'étais sortie au petit matin, j'avais compris que c'était un terrible désastre, bien plus grave encore qu'en 1982. Seuls les cèdres en bas du chemin avaient résisté, mais ailleurs, partout, ce n'était qu'une immense désolation. Ça fait plus d'un an et demi et on n'a pas fini d'évacuer ce bois qui ne vaut plus rien. Tant il y en a sur le marché, avais-je précisé. On le stocke au bord des routes en attendant. Peut-être pourrais-tu le laisser où il est, le temps que les prix remontent, avait suggéré Charlotte. Il pourrit. La maladie et la vermine s'y sont mises très vite. Et puis on est obligé de l'enlever si on veut replanter. Charlotte avait laissé un long moment s'écouler, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre, puis elle avait demandé doucement. Replanter pour qui, Bastien? Je n'avais pas répondu et j'avais senti les traits de mon visage se durcir sous la contrariété. Mais elle ne s'en était pas rendue compte, et elle avait fermé les yeux en disant d'une voix qui m'avait soudainement rappelé celle de Jeanne. Demain, si tu veux, Bastien, j'aimerais que tu m'emmènes avec toi dans la forêt. Et avant que je réponde quoi que ce soit, dans un soupir, elle s'était endormie. Chapitre 11. Je l'avais laissée sur le canapé, mais je n'étais pas allée dormir. Je n'avais pas sommeil. La question posée par Charlotte ne cessait de tourner dans mon esprit, tandis que, assis à mon bureau, je parcourais les lettres et les factures qui s'étaient accumulées. Replanter pour qui? Je ne m'étais jamais vraiment posé cette question, car pour moi, tous ceux qui avaient vécu ici d'une certaine manière étaient encore là. Mon père, ma mère, ma sœur, ma femme et même Jeanne, ma fille qui vivait pourtant aux États-Unis. Je m'étais mise à récapituler dans mon esprit toutes ces disparitions auxquelles, si longtemps après, j'avais du mal à croire. À commencer par celle de Justine, la première, la plus douloureuse peut-être. Mais je n'avais pu pénétrer vraiment dans mes souvenirs, car la question de Charlotte revenait dans mon esprit fatigué à cette heure tardive de la nuit. Replanter pour qui, Bastien? J'étais furieux qu'elle lui posait une question pareille. Elle n'avait pas de sens. De toute façon, on ne plantait jamais pour soi, mais pour ses enfants ou ses petits-enfants. Depuis l'âge de 40 ans, j'avais planté en sachant que je ne couperais pas mes arbres. Il n'y avait donc rien de neuf aujourd'hui. D'ailleurs, je savais très bien que mes enfants et mes petits-enfants ne reviendraient jamais vivre sur le plateau. Et j'avais replanté quand même sans me poser cette question. Planter pour qui? Pourquoi? Je plantais pour la forêt parce que c'était nécessaire, parce que l'on ne pouvait pas vivre sans arbres, parce que j'en avais moi-même besoin, parce que si l'on coupait, il fallait replanter, c'était une obligation, sans quoi on ne pouvait pas couper, on n'avait pas le droit d'attenter à une si grande patience, une telle œuvre, une telle force combattue aujourd'hui avec des moyens déloyaux, un tel espoir en l'avenir, un travail sans récompense, gratuit, une telle beauté, de tels mystères inconnus à tant d'hommes et de femmes qui n'avaient jamais observé un arbre. J'ai fini par m'apaiser en comprenant que si je ne m'étais jamais posé cette question, c'est parce que les réponses étaient pour moi évidentes et que je n'avais pas à les donner à qui que ce fût. Tout cela m'appartenait. Pour que quelqu'un comprenne vraiment, il aurait fallu qu'il vive là pendant des années, sinon c'était impossible de sentir vibrer les arbres, les entendre souffrir, se plaindre ou se réjouir sous les pluies fines du printemps ou de l'automne. C'est impossible d'apprivoiser ces géants qui tenaient entre eux des conciliabules que moi-même, malgré mon expérience, j'avais encore du mal à déchiffrer. Impossible de savoir pourquoi ils préféraient un terrain à un autre, pourquoi ils se refusaient parfois à pousser, pourquoi l'un d'entre eux mourait quand tous les autres autour proliféraient, pourquoi au contraire d'autres recépaient, renaissaient à partir de rien, s'envolaient de nouveau vers le ciel.
Enfin rassérénée, je suis allée me coucher et je me suis endormie après une dernière pensée pour Charlotte dans la chambre voisine, mais ma colère envers elle était retombée. Le lendemain matin, j'ai hésité à la réveiller, mais je l'ai entendue se lever alors que je déjeunais dans la cuisine. En l'apercevant dans l'encadrement de la porte, toujours dans sa tenue de la veille et avec sa casquette sur la tête, j'ai compris qu'elle faisait un immense effort pour être debout si tôt, et je lui ai proposé de l'emmener seulement au début d'après-midi. Non, comme toi ce matin, a-t-elle répondu. Je serai vite prête. Laisse-moi seulement 10 minutes. Elle a disparu dans la salle de bain beaucoup plus que les 10 minutes annoncées, et pendant ce temps je lui ai préparé une tartine de pain grillé et du café. Mais quand elle est apparue, vêtue d'un pantalon et d'un chandail jaune, elle n'a pas voulu manger et m'a dit Je ne peux pas le matin. Il faut manger, sinon tu ne tiendras pas jusqu'à midi. Elle s'est assise de mauvaise grâce, a grignoté un peu de pain, mais sans conviction. Je l'emporte avec moi, a-t-elle dit. Je mangerai la tartine dans la forêt. Je suis sûre que la marche va m'ouvrir l'appétit. Je l'ai précédée jusqu'à un placard situé sous l'escalier où j'en extrais 2 bottes de couleur brune. Tiens, enfile ça. Et je suis sortie sans attendre Charlotte qui s'était assise sur la deuxième marche pour se chausser. Pourtant, quand elle s'est approchée du range, je lui ai jeté un bref regard qui m'a saisi. Ses bottes étaient celles de Louise. Je n'avais jamais pu m'en séparer, mais n'avais jamais songé que quelqu'un peut-être un jour de nouveau les porterait. Charlotte n'a rien remarqué de mon trouble, et elle s'est installée auprès de moi comme si elle en avait l'habitude depuis toujours. Elle ne paraissait pas souffrir, souriait, tandis que je montais vers la route dans la lumière neuve de la fin du mois de mai, dont les éclats passaient à travers les branches hautes des arbres, déjà chauds malgré l'heure, et que le ciel, aperçu entre 2 trouées, semblait d'une limpidité étrange comme lavé par la rosée de la nuit. 2 kilomètres après Servières, j'ai arrêté le ranch sur le bas-côté, près d'un énorme amoncellement de grumes qui empiétaient sur la route. Une fois le moteur coupé, j'ai dit à Charlotte Viens, je vais te montrer quelque chose. Je suis descendue et me suis approchée de l'extrémité d'une grume qui avait été un pin sylvestre magnifique, et je l'ai désigné à Charlotte en disant C'est mon père qui les avait plantés. Quel âge ont-ils a-t-elle demandé. C'est facile de le savoir. Tu ne te souviens pas. Je pensais lui avoir expliqué comment connaître l'âge d'un arbre, mais ça devait être à Jeanne, ou alors elle avait oublié. Regarde ces lignes circulaires sur la base du fût. C'est simple. Elles correspondent à une année de croissance. Il suffit donc de les compter pour connaître son âge de façon précise. Et j'ai dénombré devant elle les côtes de l'arbre qui vers l'écorce apparaissaient plus serrées que vers le cœur. 55, ai-je dit. Mon père les a plantés juste après la guerre, en 1946. Donc, puisque nous sommes en 2001. Charlotte a hoché la tête d'un air attentif. Et ces lignes-là, à cet endroit, pourquoi apparaissent-elles si serrées a-t-elle demandé. Parce que c'est un arbre qui a souffert. On a éclairci trop tard. Il manquait de lumière. J'ai approché de nouveau ma main. J'ai compté les lignes les plus serrées et je me suis arrêtée à l'endroit où brusquement elles s'élargissaient. On a éclairci quand il avait 20 ans. Il aurait fallu le faire 10 ans plus tôt. Ils étaient trop serrés et ils ont souffert. Et j'ai ajouté, me tournant vers elle. Après, tu vois, ils ont mieux respiré et ils ont grandi plus vite. Et pourquoi ne pas avoir éclairci avant a demandé Charlotte. J'ai répondu du bout des lèvres. On n'aime pas couper. C'est comme ça. Tandis que je demeurais immobile, comme absorbée par mes pensées, Charlotte a murmuré. Je ne savais pas que les arbres pouvaient souffrir. J'ai fait demi-tour vers le range et j'ai dit sans la regarder. Ah, comme les humains. Pensive, elle s'est installée de nouveau à mes côtés, puis elle a demandé. Ils vont rester longtemps au bord de cette route? Personne n'en veut. Il y a du bois partout. On n'arrive pas à vendre. Au bout d'1 kilomètre, j'ai tourné à angle droit pour prendre une piste qui avait été nettoyée depuis peu. Mais plus nous avancions, et puis il y avait des arbres cassés de part et d'autre. Des Douglas, ai-je dit. Ils avaient 30 ans. « 500 mètres plus loin, j'ai arrêté le range en disant « Il faut continuer à pied, tu pourras ?»« Bien sûr !» Nous nous sommes engagés dans une sente qui se faufilait entre des volisses où les arbres apparaissaient déchiquetés.
Charlotte semblait frappée de stupeur alors que je vivais avec ce désastre depuis 18 mois et que j'avais appris à m'en accommoder. Tout en marchant, je lui montrai les parcelles en lui donnant la date des plantations, mais devant ce chaos d'arbres arrachés, déchiquetés, elle commençait à comprendre vraiment ce qui s'était passé dans la nuit du 27 décembre 1999 et ce que tout cela signifiait pour les forestiers. Tant d'espoir, tant de travail anéanti par de longues années, et cependant il continuait, il a soigné cette forêt malade, souffrante, si cruellement frappée. Les chocs violents de la Timberjack, qui venait d'entrer en action 50 mètres plus loin, l'ont tellement surprise qu'elle s'est arrêtée brusquement. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, et j'ai continué d'avancer à mon pas habituel vers le chantier où m'attendaient les hommes. Elle s'était arrêtée à l'instant même où les ébranchages de l'acier faisaient éclater le bois qui crépitait en volant à droite et à gauche comme des projectiles vengeurs, retentissant dans la forêt avec une sonorité aiguë, douloureuse, mortelle. Quand je me suis retournée, j'ai aperçu Charlotte 10 mètres en arrière. Immobile, légèrement voûtée, elle tenait ses 2 poings plaqués sur la bouche comme pour s'empêcher de crier. Je suis vite revenue sur mes pas et je l'ai prise par le bras en demandant « Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas ?»« S'il te plaît, ramène-moi » a-t-elle murmuré. Malgré les forestiers qui s'approchaient, je suis repartie vers le range en marchant plus vite cette fois, sans poser d'autres questions en tenant toujours le bras de Charlotte. Puis je l'ai aidée à monter sur le siège avant et j'ai tourné la tête vers elle. Elle était pâle, très pâle, et tremblait. Je n'ai pas pu dire un mot. J'ai démarré aussitôt, gagné rapidement la route et pris la direction des Servières, où nous sommes arrivés 10 minutes plus tard. Là, j'ai aidé Charlotte à descendre, mais elle était un peu moins pâle à présent. Elle a tenté de sourire en disant « Ça va mieux, t'inquiète pas. Je vais m'allonger quelques minutes et tout ira bien. » Et comme j'hésitais à la laisser seule, « Tu peux repartir, ce n'est rien. » Puis comme je l'observais sans esquisser un pas, « Je te jure, Bastien, tout va bien. » Et j'ai faim de la croire et je suis repartie, mais au moment de remonter dans le range, quelque chose m'a retenue, m'empêchant de m'en aller. C'était le regret de n'avoir pas trouvé les mots. Encore une fois, alors que j'avais parfaitement compris les raisons de son malaise. La violence du fer sur les arbres l'avait fait penser à celle qui menaçait sa jambe. Je sentis alors à quel point cette idée était présente en elle, insupportable, et j'étais sur le point de revenir dans la maison, mais pour quoi faire, ou quoi dire? M'excuser de l'avoir conduite sur le chantier? C'était elle qui me l'avait demandé. Je m'en voulais cependant, car je savais qu'elle n'oublierait pas d'aussitôt ce qu'elle avait vu, entendu, éprouvé au plus profond d'elle-même. J'ai fini par repartir, mais je suis passée chez Solange pour lui demander d'aller veiller sur Charlotte jusqu'à midi. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé devant mon air inquiet. Elle n'est pas bien. « Oh, de toute façon, j'étais sur le point d'y aller. Il faut bien que je prépare le repas, non ?» Je n'ai pas répondu, mais je suis partie un peu rassurée. Une fois sur le chantier, les forestiers n'ont pas manifesté le moindre étonnement de m'avoir vue en compagnie d'une jeune femme, et se sont gardés de poser la moindre question. Ils sont en cela fidèles à la tradition du silence et de retenue des hommes du plateau. Ce n'est pas pour me déplaire. J'ai donné mes instructions à Étienne, examiner les arbres coupés en soupirant. Sous la tempête, ils auraient été magnifiques. Pas le moindre défaut, pas la moindre ligne de souffrance. Une homogénéité extraordinaire, des fûts bien droits, mais trop jeunes, qui, si je parvenais à les vendre, finiraient seulement en caisserie ou en pâte à papier, alors qu'ils mériteraient de servir en charpente dans la noble ossature d'une grande maison. J'ai senti la colère se lever de nouveau en moi, mais je savais qu'elle n'était pas due aux arbres. J'étais furieux de n'avoir pas su éviter à Charlotte une souffrance qu'elle n'était sans doute pas près d'oublier. Chapitre 12. À midi, quand je suis retenue, elle riait avec Solange et paraissait calme. J'en étais tellement soulagée que j'ai demandé à Solange de rester avec nous pour le repas, qui était gai, enjoué. J'ai constaté une fois de plus avec plaisir qu'elle s'entendait bien, et je n'ai pas été vraiment étonnée, ni même contrariée le moins du monde. Il me semblait que j'étais impuissant à aider Charlotte comme je l'aurais dû, alors que Solange trouvait naturellement les mots, partageait déjà avec elle ce qui semblait être une complicité. Quand le repas a été terminé, Charlotte a deviné que j'hésitais à repartir et elle a essayé de me convaincre. « Ne t'inquiète pas, je vais travailler. »« Travailler ?» ?»« J'ai apporté mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas vu parce qu'il rentre dans un sac. Il est tout petit. »« Et moi je reste là, » a dit Solange. « Je veux voir comment ça marche. »
Je suis donc repartie, non pas sur le chantier, mais en direction d'Aglemont, où devait se tenir une réunion, à la mairie, au sujet de la commercialisation du bois dont les prix baissaient de jour en jour. Tout en roulant, je me suis demandé si je serais capable de mettre à l'informatique, moi qui m'étais toujours refusée. Je ne doutais pas de mes capacités, mais je n'avais jamais voulu franchir le pas, me contentant de confier ma comptabilité à un expert de la ville. Sans doute parce que je n'avais jamais accepté tout ce qui contrariait mes habitudes, et que ces nouvelles méthodes de fonctionnement me paraissaient superflues. La preuve, je n'avais jamais rencontré la moindre difficulté avec l'administration et mon entreprise avait toujours été rentable. À quoi m'aurait servi de changer? J'ai toujours su quelle route prendre et je n'ai jamais accepté la moindre influence extérieure, ayant fait mien définitivement le précepte et répété souvent à mon père selon lesquels la lanterne des autres ne sert qu'à nous égarer. Cela avait commencé avec Justine, quand, à 12 ans, j'avais refusé de partir au collège, d'entreprendre des études qui m'auraient fait quitter le plateau jusque dans les villes lointaines. Elle n'avait eu de cesse de me convaincre. Chaque soir, elle était venue dans ma chambre m'expliquer quelle chance c'était de vivre ailleurs, de découvrir d'autres lieux, d'autres gens. Elle m'avait supplié d'accepter la proposition de nos parents, me montrant qu'elle n'avait pas eu cette chance, elle qui avait dû rester pour aider notre mère, notre père ayant décrété qu'une fille n'avait pas besoin d'instruction pour s'occuper d'une maison, tenir un foyer, élever des enfants. Mais j'avais tenu bon. J'en savais assez pour vivre dans la forêt, parmi les arbres, percer les mystères de ce monde plein d'ombres, de secrets, de sortilèges, le seul endroit qui me paraissait apte à me rendre heureux. J'étais donc restée et j'avais commencé à suivre mon père, d'abord dans les éclaircies, qui étaient moins dangereuses que les coupes des arbres adultes. Rien ne m'avait rebuté, ni la violence des chocs, ni le froid de l'hiver, ni la rudesse de mon père qui ne me ménageait pas, ni le silence des forestiers qui semblaient ne pas me voir, tout entiers absorbés qu'ils étaient par leurs tâches, et dont les quelques mots étaient des réponses données d'une voix rogue, sans jamais la moindre émotion. Même le premier accident grave ne m'avait pas découragé. Ce devait être au printemps de l'année de mes 13 ans. Il y avait encore de la neige dans les coupes de hêtres, et le gel et la nuit l'avaient figé pour la matinée. Jusque sous le couvert des arbres, une lumière cristalline aveuglante jaillissait, comme l'eau d'un étang pris par des glaces. Il faisait -2 ou -3 quand l'arbre, un géant de 50 mètres, avait commencé à craquer sous les derniers coups de la hache, puis à s'incliner inexorablement. Un homme au milieu avait mal apprécié la trajectoire, et quand il s'était aperçu qu'il se trouvait dessous, avait esquissé les gestes appris depuis toujours, mais il avait glissé sur la neige gelée, et le sol était en pente, il n'avait pu se sauver à temps. L'arbre s'était abattu sur lui dans un bruit effrayant. Le forestier n'avait pas crié. Personne n'avait crié du reste, ce qui m'avait le plus surpris. On avait ramené le corps du forestier dans le gazogène de mon père. Heureusement, il était célibataire, il n'avait pas de famille et vivait dans une masure du hameau de Moulières, à 3 kilomètres de Servières. Mon père s'était occupé des formalités, j'avais assisté aux obsèques en sa compagnie, puis tout le monde avait repris le travail dès le lendemain, comme si de rien n'était. Toujours dans le silence, l'application têtue, animale, bercée par la houle des grands arbres, leurs soupirs, leurs plaintes, leurs ronronnements de plaisir et le moindre eau venu du ciel. Je rentrais ivre chaque soir de leurs parfums, de leurs caresses, de la pénombre des couverts comme de la lumière d'or des clairières. Je mangeais rapidement, puis m'écroulais sur mon lit jusqu'au matin, rêvant de fêtes balancées par le vent, de silhouettes entreaperçues entre les frondaisons, d'appels étranges dans l'ombre, auxquels, dès que mon père s'éloignait, je répondais, le cœur battant, à la poursuite de Bayard, le cheval de Renaud, de Mogis l'enchanteur, du cavalier noir ou de la fée Oriande. Les voitures arrêtées devant la mairie m'ont tiré brusquement, désagréablement de mes songes. Je n'attendais rien de cette réunion. Il y avait déjà eu 2 qui n'avaient servi qu'à constater le désastre et n'avaient apporté aucune solution. Et pourtant le préfet s'était déplacé, comme à chaque fois, avec tous les représentants de l'État dans le département, ceux de la Chambre de commerce, de l'Office national des forêts, tous ceux qui étaient concernés ou vivaient dans la filière bois. De mauvaise humeur, je serrai des mains négligemment, puis je me suis assis et j'ai écouté les mêmes discours qui trahissaient la même impuissance. Il fallait couper et stocker jusque dans la cour des gares ou dans les espaces hâtivement aménagés par la direction départementale de l'équipement. L'essentiel était de sauver le bois couché, débarrasser la forêt pour replanter un jour. Quand? Nul ne pouvait le dire. Pour le reste, on ne pouvait que patienter, espérer que les prix remonteraient le plus vite possible dès que les énormes stocks accumulés au bord des routes seraient écoulés.
Mais cela prendrait peut-être 2 ans, ou 3, ou 5, ou 10, nul ne savait. On venait de lancer une étude à ce sujet. Les résultats tomberaient dans 3 mois. Je suis partie avant la fin par une porte latérale et j'ai roulé vers Servières sans la moindre illusion sur ce qui m'attendait. Je n'avais d'ailleurs jamais rien entendu de personne. La seule chose qui me préoccupait, c'était de pouvoir replanter. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que d'acheminer le bois en dehors de la forêt, même si je ne le vendais pas. J'ai décidé que je n'assisterais plus à ce genre de réunion et je me suis sentie soulagée, comme si je venais d'échapper à une nouvelle menace. À mes pensées libérées, on dérivait de nouveau vers les temps où je n'étais pas seule sur cette route, mais près de mon père. Ainsi, là, sur la droite, sous ce chêne, en 1944, nous avions aperçu un soldat allemand couché et qui, à notre passage, avait levé un bras comme pour nous appeler au secours. Mon père n'avait pas hésité et, malgré le danger, il avait arrêté le camion un peu plus loin. Il était descendu, non sans me recommander de ne pas bouger. Mais je n'avais pu laisser mon père seul et j'étais descendue aussi. Je l'avais rejoint sous le chêne, où, près du soldat en uniforme, une mitraillette était posée sur la mousse, bien visible. Nous étions restés un moment à 2 pas du soldat, jeune, très jeune, qui comprimait de ses 2 mains son ventre où le sang avait dessiné une large auréole sombre qui s'étendait jusqu'en haut de ses jambes. Mon regard allait de la mitraillette aux mains du soldat, puis des mains à l'arme, très rapidement, et je me demandais à quel moment elles allaient s'en servir. J'avais croisé le regard du soldat, d'un bleu d'acier, mais ses paupières s'étaient fermées sous l'effet de la douleur, et quand elles s'étaient relevées, l'éclat s'était terni, les yeux s'étaient mouillés. Aucun mot ne sortait de la bouche crispée, pas davantage de celle de mon père qui réfléchissait, ne savait quelle attitude adopter. Enfin, au terme d'une longue réflexion, il avait fait un pas en avant, vers le soldat, s'était penché, s'était saisi de l'arme et redressé. Une lueur d'affolement était née dans les yeux du blessé qui avait cru qu'il allait mourir. Il avait refermé les yeux et une larme avait glissé sur sa joue droite, était venue s'arrêter à la commissure des lèvres. Il avait essayé de parler mais vainement. Comme j'avais entendu mon père discourir avec violence au sujet des Allemands, de ce fou d'Hitler, de son père mort à la guerre en 1914, j'ai pensé qu'il allait tirer. J'ai reculé d'un pas, retenu mon souffle, mais à ma grande surprise, aucune rafale n'a retenti. Reste ici, m'a-t-il dit. Ne bouge pas. Emportant la mitraillette, il s'est dirigé vers le camion, y est monté, et après avoir démarré, il a reculé jusqu'au chêne. Quand il est descendu, il ne tenait plus la mitraillette. Aide-moi, m'a-t-il dit de nouveau. Il s'est approché du soldat, dont le regard maintenant ne trahissait plus la moindre peur. Il l'a pris par une épaule et a tenté de le relever, provoquant un gémissement qui a fait perler des gouttes de sueur sur le front du blessé. J'avais hésité à saisir le bras d'un homme qui était l'ennemi détesté, redouté depuis des années, un soldat venu d'un pays dont on disait que les hommes étaient des barbares capables des pires atrocités. Quand j'ai pris le bras de l'homme, enfin debout, je ne l'ai pas senti différent de celui de mon père, et j'en étais étonnée. C'était la même chaleur, la même force, et la voix était bien celle d'un homme comme j'en connaissais ici sur le plateau, alors que je m'étais attendue à une voix d'ogre, peut-être, en tout cas quelque chose de bien différent, de redoutable, d'inconnu. Merci, a-t-elle dit avant de s'éteindre dans une plainte étrange, à la fois celle d'un adulte et celle d'un enfant. Nous avons eu beaucoup de difficultés à le hisser sur la plateforme arrière du camion, qui était très haute, et quand nous y sommes parvenus, mon père a recouvert le soldat d'une bâche tout en lui recommandant de ne pas bouger. Puis nous sommes partis et je me suis demandé si mon père allait le livrer au chef de la résistance, un homme maigre et dur, aux mâchoires saillantes, vêtu d'une canadienne et de bottes cirées, qui se faisait appeler le commandant et venait souvent à Servières ou le conduire ailleurs. Mais je n'aurais jamais imaginé que mon père amènerait le blessé dans sa propre maison, et de surcroît pour le soigner. Tout cela était incompréhensible, et c'est pourtant ce qu'il advint ce jour-là, à ma grande stupéfaction, à celle de ma mère et de ma sœur terrorisée par la présence d'un ennemi à quelques mètres d'elle. Mon père a installé le blessé dans le hangar à bois sur une paillasse, et dès le premier soir, inexplicablement, s'est mis à le soigner. Mais la blessure était très grave, et l'état du soldat ne s'est pas amélioré, au contraire. Alors, Aristide n'a pas hésité. Il a fait appel au médecin d'Aiglemont, qui a prodigué des soins un peu plus efficaces, tout en le mettant en garde sur la gravité de son initiative.
Le pire est arrivé quelques jours plus tard, quand on a appris les massacres de Tulle et d'Oradour. Mon père en a perdu la parole et, rongé par un débat intérieur qui ne laissait pas en repos, il s'est mis à errer jour et nuit autour du hangar, obsédé par cet homme qu'il avait recueilli, mais dont les semblables avaient été coupables de telles atrocités. Sans doute songeait-il à le tuer de ses propres mains ou simplement à le livrer à la résistance qui, en cette période si dangereuse, l'aurait supprimé aussitôt. Justine est intervenue en faveur du blessé, a aidé à le soigner, lui prodiguant les soins recommandés par le médecin. J'allais moi aussi le voir de temps en temps, et ne trouvant qu'un homme à bout de force et de douleur, non pas un assassin capable de torturer et d'assassiner des innocents. Des éclairs de folie se sont mis à passer dans les yeux de mon père. Il faisait peur, surtout pendant les repas, alors qu'il se parlait à mi-voix, devant sa femme et ses enfants terrifiés, incapables, eux aussi, de prononcer le moindre mot, de crainte d'attiser le feu des remords et la nécessité d'une résolution devenue de jour en jour plus évidente. Heureusement, si je puis dire, le soldat allemand est mort un soir, dans la chaleur épaisse de la fin juin, mettant un terme au dilemme qui obsédait Aristide, mais au grand chagrin de Justine. Alors, il n'a pas hésité une seconde. Dès la nuit tombée, il a chargé le soldat sur le camion, et toujours avec mon aide, il l'a ramené où il l'avait trouvé. Personne n'en a jamais plus parlé, et mon père a retrouvé en quelques heures une apparence humaine. Sa conscience lui avait ordonné de soigner un homme blessé, mais il n'avait pas pour autant trahi la résistance avec laquelle il travaillait, puisque la présence du soldat n'avait eu aucune conséquence sur le sort des populations, ni sur le destin d'une guerre où la barbarie venait si cruellement de se manifester. Voilà quel homme était mon père, ce colosse auprès duquel je grandissais, en apprenant de lui tous les jours les secrets des arbres de la vie. Mais de la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je le vérifie encore avec la présence de ma petite fille auprès de moi, une présence qui m'avait surpris et à laquelle je ne m'habituais pas. Je croyais en avoir fini avec la souffrance des autres depuis la mort de Louise. J'aurais préféré subir ma propre souffrance, que la maladie fût en moi et non dans une jeune femme qui ne le méritait pas. Tout en conduisant, salut les roses, j'imaginais les mots que j'aurais dû dire, que j'aurais aimé pouvoir prononcer. Donne-moi ton mal. Mais c'était impossible. Ça va, merci, et toi? Et cependant, j'aurais volontiers accepté de me charger de la maladie et de la douleur. Je me sentais assez fort pour cela. Tout en approchant des servières, je me persuadais que c'était mon rôle, mon devoir, et cette pensée me faisait du bien. Délivrer ce qu'on aime de la maladie est sans doute ce qui peut arriver de meilleur à un homme au cours de sa vie. Et je savais qu'en pensant cela, je ne me faisais pas de fausses promesses, ne cherchais pas à jouer avec une idée secourable. Non, j'étais capable de ça. J'aurais été heureux, mais je savais aussi que je ne ferais jamais l'aveu à Charlotte, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parce que les mots essentiels étaient toujours demeurés en moi, et qu'il était trop tard pour apprendre à les prononcer. Chapitre 13. Ce soir-là, Charlotte s'est montrée exagérément gaie, comme si elle avait voulu me faire oublier ce qui s'était passé le matin. Elle avait compris ce que j'avais ressenti, et que je m'en voulais de n'avoir pas su lui éviter la violence des dents d'acier de la machine sur les arbres martyrisés. Mais elle n'est pas revenue sur l'accident. Elle m'a seulement parlé de Solange, m'a demandé si elle avait vraiment des dons aussi importants qu'elle le prétendait. Elle enlève le feu, ai-je répondu. Tu l'as vue? Oui, un jour que ta mère s'était brûlée quand elle avait 10 ans. Elle pose les mains sur la peau ou elle les garde au-dessus? A insisté Charlotte. Sur la plaie et ensuite elle va se délivrer du feu sur les arbres. Sur les arbres? Oui, elle ordonne le feu qu'elle a pris en appliquant ses mains bien à plat sur l'écorce d'un chêne. Pourquoi un chêne? Elle prétend qu'elle blesserait n'importe quel autre arbre, qu'il en mourrait. C'est vrai que l'écorce en porte la marque pendant des mois. Je me suis tue brusquement, craignant d'en avoir trop dit. Je me demandais tout à coup si Charlotte, dans sa détresse, n'allait pas imaginer que Solange allait pouvoir la soigner, comme ces gens condamnés qui sont prêts à tout et vont voir des guérisseurs qui leur promettent l'impossible. Charlotte a deviné ses pensées. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. Et elle a ajouté en haussant les épaules. C'est étrange, c'est tout. Nous nous trouvions de nouveau dans la salle de séjour, comme nous en avions pris l'habitude chaque soir, tandis que la nuit chaude de juin fraîchissait enfin, en apportant le parfum de la résine, des feuilles et des aiguilles délivrées de la morsure du soleil. Il fait bon, a dit Charlotte. Même en cette saison, il fait meilleur qu'en bas, dans les plaines. Ici, on ne souffre pas vraiment de la chaleur. Nous n'avions pas allumé de lampe, et seule la lueur de la lune glissait entre nous jusqu'à la bibliothèque, si bien que nous ne discernions pas clairement nos traits, que nos regards ne pouvaient se croiser.
C'est sans doute cette ombre complice qui a poussé Charlotte à cette confidence. J'ai peur, Bastien. J'ai senti une pince géante se refermer sur ma poitrine, car je me suis demandé si elle n'était pas encore plus gravement malade qu'elle ne me l'avait confié. Peut-être est-elle venue mourir chez moi. Cette pensée douloureuse m'a fait me redresser, et j'ai assuré d'une voix plus ferme possible. Je t'ai déjà dit que tu guérirais. Je sais, Bastien, mais ça n'empêche pas. Et comme je demeurais figée, incapable d'ajouter quoi que ce soit. Merci. Est-ce qu'il y a une vie après? Après quoi? Après la mort? J'ai laissé passer de longues minutes, prenant sur moi pour ne pas me lever et quitter la pièce. C'est incroyable ce que les jeunes d'aujourd'hui sont capables de poser comme question. Les avais-je jamais posées, moi, à mon père ou à ma mère? Je m'en étais bien gardée. Je n'aurais jamais osé. Mais je sentais à quel point ma petite fille avait peur, combien elle se sentait seule dans l'épreuve, et de nouveau la colère enflée en moi, me submergeait. Non pas contre elle, mais une fois de plus, contre le sort injuste qui lui était fait. J'ai marché jusqu'à la porte-fenêtre, d'où j'ai observé un moment les cendres dont les fêtes se balançaient doucement dans le vent de la nuit. Je suis restée là plus d'une minute, sentant Charlotte tendue derrière moi. Puis, quand j'ai repris un peu d'empire sur moi-même, je suis revenue m'asseoir et j'ai dit « Je ne sais pas ». Mais j'ai ajouté aussi pour ne pas la laisser seule sur le quai, d'où elle appelait au secours. Après les tempêtes, il y a toujours une régénération naturelle, au moins pour les feuillus. En ce qui concerne les résineux, on peut replanter. Puis j'ai repris, étonnée d'avoir pu prononcer ces mots-là. Le cœur des forêts ne cesse jamais de battre. Je suppose que pour les hommes et les femmes, ça doit être pareil. Charlotte a souri, puis est-ce que tu as commencé à replanter, Bastien? A-t-elle demandé. Non, j'ai peu eu le temps, mais je compte bien m'y mettre dès le printemps prochain. J'ai hésité un instant, puis j'ai repris. Tu m'aideras? Charlotte apparut surprise par cette question qui envisageait l'avenir sous un jour nouveau pour elle et qui, en même temps, portait un espoir. Si je suis là, je t'aiderai, a-t-elle répondu. Nous n'avons plus rien à dire. Cet accord scellé à l'improviste soudain nous suffisait. Il y avait là comme un lien supplémentaire tissé entre nous, une promesse de vie future, non de malheur. L'air du salon m'apparut plus léger, enfin débarrassé de la chaleur du jour. Notre silence a duré longtemps. Il m'a même semblé que Charlotte s'était endormie. Je m'apprêtais à m'en aller, quand elle a demandé d'une voix qui me parut apaisée, presque heureuse. Parle-moi de Justine, s'il te plaît. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Alors parle-moi de ma mère. J'ai rassemblé mes souvenirs et j'ai commencé, non sans une émotion que je tâchais de dissimuler. Avec Louise, on a compris très tôt qu'elle n'était pas comme tout le monde. Enfin, je veux dire qu'elle ne ressemblerait jamais aux gens de chez nous. Je me suis arrêtée aussitôt en me demandant s'il fallait bien se lancer dans de telles confidences, mais j'ai perçu une grande attention dans les yeux brillants de Charlotte qui venait de se redresser face à moi. Elle faisait peur à la maîtresse d'école, à cause des questions qu'elle lui posait. Des questions auxquelles, évidemment, il n'y avait pas de réponse. Par exemple, je ne me souviens pas exactement, mais c'était du genre pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? Ou bien quel âge a l'étoile du berger? Qu'y avait-il avant le monde qu'on connaît? Et elle n'avait pas 10 ans. L'institutrice devenait folle. Elle venait régulièrement nous rendre visite à Servières. On essayait de la rassurer comme on pouvait. C'était une jeune qui avait fait l'école normale et avait déjà enseigné, mais elle prétendait qu'elle n'avait jamais vu une enfant pareille. Aujourd'hui, on dirait que ta mère était une surdouée. Et avec vous, comment se comportait-elle? Normalement, mais elle ne parlait pas beaucoup. On avait toujours l'impression qu'elle était ailleurs. Toi non plus, Bastien, tu ne parles pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Heureusement, il y avait Louise. Oui, heureusement. Sans quoi, moi, tout seul, j'aurais été bien embarrassée avec une fille pareille. Surtout quand il a fallu prendre une décision sur son avenir quand elle a eu 12 ans. Une décision si tôt? Oui, la garder avec nous ou l'envoyer en pension pour qu'elle poursuive des études. Et vous avez choisi la pension? Ta grand-mère surtout. Moi, j'aurais préféré qu'elle reste ici, près de nous. Mais tu ne t'y es pas opposée? Non,
Je savais bien que Jeanne avait beaucoup de qualités, qu'il fallait qu'elle s'en aille, mais ça a été difficile de l'avoir nous quitter. Je me suis tue un instant en revivant ces heures-là, puis j'ai repris de moi-même. Je me souviens du jour où on l'a emmenée en ville et du moment où nous l'avons laissée dans une grande cour où elle paraissait si petite, la pauvre. Mais elle ne pleurait pas. D'ailleurs, elle ne pleurait jamais. C'est vrai que je ne l'ai jamais vue pleurer, fit Charlotte. Et elle a ajouté. Je voudrais être forte comme elle. Tu l'es, mais tu ne le sais pas encore. Le silence est revenu, Charlotte réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre, puis elle a murmuré. Je voudrais tant que tu aies raison. J'ai raison, tu verras. Tu franchiras les obstacles, comme elle. D'ailleurs, tu l'as déjà fait. Quand? Des études. Tu es arrivée très vite au bout comme elle. À 17 ans, elle avait le baccalauréat, et elle s'est éloignée davantage pour aller à Clermont-Ferrand. 3 ans après, c'était Paris. Et aujourd'hui, les États-Unis? Est-ce qu'elle t'a téléphoné au moins? Oui, mais aujourd'hui, tu sais, on n'a pas besoin de téléphone. On peut communiquer sur Internet. C'est ce que tu fais? Oui, avec mon ordinateur portable. Je te montrerai si tu veux. On y trouve aussi de la documentation sur les arbres. Je n'ai pas répondu. Comme chaque fois, je ressentais cette apparition de la modernité dans ma maison comme une menace. J'ai commencé à les étudier, reprit Charlotte. Les Douglas, les Grandis, les Mélèze, je les connais maintenant. J'ai simplement besoin de les voir sur pied pour les connaître vraiment. Faut aller dans la forêt pour ça, ai-je dit. Demain, si tu veux. Je suppose que tes machines ne fonctionnent pas le dimanche. Non, pas le dimanche. Alors tu m'emmèneras? Demain, c'est d'accord, à condition que tu ailles dormir maintenant. De toute façon, j'allais m'endormir, a fait Charlotte. Elle s'est levée, m'a embrassée et murmurait avant de disparaître dans le couloir. C'est bon, Bastien, de te savoir près de moi quand je dors. Chapitre 14. La forêt respirait doucement avec de longs soupirs. L'ombre était douce dans l'allée où le soleil ne pénétrait qu'à peine. De part et d'autre, les pins et les douglas ne laissaient pas entrer le moindre rayon de lumière, si bien que leurs aiguilles sous les frondaisons avaient gardé leur couleur naturelle, comme lustrées, cirées malgré l'été au sommet de sa gloire. Nous arrivons, ai-je dit en retournant vers Charlotte qui marchait lentement derrière moi. J'avais vérifié au début qu'elle marchait sans difficulté et qu'elle ne souffrait pas. Mais non, elle paraissait heureuse au cœur de cette ombre complice, de ce silence à peine troublé par nos pas, de ce parfum que les nuits et cette attitude réveillaient grâce à la rosée, de cette paix protégée, où cependant tout pouvait arriver. Elle le savait maintenant, après m'avoir écouté dans le range qui nous conduisait vers ce coin de forêt très éloigné de la route. Je te conduis à l'endroit où Justine prétendait voir le cavalier noir, avais-je dit. Le cavalier noir? Oui, monté sur le cheval fée. Une légende? Peut-être, mais va savoir. Puis j'avais repris, sans le moindre sourire qui lui aurait fait comprendre que je plaisantais. C'est au bout d'une piste qui descend en pente douce, au moins pendant 800 mètres. On ne peut pas aller jusqu'au bout avec le range. Est-ce que tu pourrais marcher? Mais oui, t'inquiète pas. J'ai planté des sapins devant couvert, ai-je ajouté. Tu vas voir. On les reconnaît facilement. Le sentier n'en finissait pas de descendre et l'ombre devenait de plus en plus épaisse, complice autour de nous. C'était comme si nous marchions dans une ouate fraîche et parfumée, avec par instants une odeur plus forte, plus poivrée, que nous traversions comme un nuage. Une colonne de lumière où dansaient des poussières en suspension, ondulait comme un serpent, puis s'éteignait par intervalles de loin en loin, avant de réapparaître miraculeusement. Les voilà, ai-je dit. C'étaient des arbres magnifiques, sans le moindre défaut, dont on ne distinguait pas le fait, car il avait été planté très serré. J'ai coupé une petite branche basse, rassemblé des aiguilles dans ma main, je les ai pétries avant de les tendre à Charlotte en disant « Sens ». Elle a porté les aiguilles à ses narines, s'est exclamée « Ça sent bon, qu'est-ce que c'est ?»« De la citronnelle. »« La citronnelle ici ?»« Mais non, voyons, c'est le parfum des Grandis et c'est surtout à cela qu'on les reconnaît. » Et comme Charlotte ne de nouveau les respirait. Si on travaille une journée à leur contact, on ne peut pas se débarrasser de leur parfum. Ils n'ont pas été touchés par la tempête? Non, le vent n'est pas descendu jusque-là. Quel âge ont-ils? Je les ai plantés en 1985. 16 ans et déjà si grand? Le terrain est très favorable, et bien drainé par les pentes. Mais il faudrait les éclaircir et je n'ai pas eu le temps. Alors ils ont souffert, dit Charlotte. Je l'ai dévisagée en souriant. Je vois que tu apprends vite.
Un étrange silence s'est formé sur nous. Pas une branche ne bougeait, pas le moindre oiseau chantait. Je n'aimerais pas me retrouver seule ici, si loin de tout, a murmuré Charlotte en frissonnant. Et comme je ne répondais pas, il doit bien y avoir des bêtes, non? Pas seulement. Ne te moque pas de moi. Je ne me moque pas. La forêt est toujours habitée. Par qui? J'ai répondu du bout des lèvres. Justine te l'aurait expliqué mieux que moi. Charlotte a posé une main sur mon bras et elle m'a demandé: Pourquoi ne veux-tu pas me parler d'elle? Est-ce donc si grave et si douloureux ce qui s'est passé? Je n'étais pas encore prêt à lui donner les explications qu'elle espérait tant. J'ai seulement répondu: Bientôt peut-être. Elle n'a pas insisté, m'a demandé: Parle-moi au moins du cavalier noir. Pour ma part, je cherchais plutôt la fée Oriande. Et aujourd'hui, Bastien? Aujourd'hui, je ne les cherche plus, puisque je les connais tous. Ils sont si nombreux? Non, pas vraiment. Alors? Il y avait aussi le champi, l'ogre aux jambes de pluie, la matrinaire, le précat rouge, la marthe des essarts, d'autres encore que j'ai oubliés. Mais on peut les rencontrer que lorsqu'on est seul. Arrête, Bastien, n'essaie pas de me faire peur. Montre-moi plutôt les arbres que je puisse les reconnaître. Viens, ai-je dit en riant. Nous sommes remontés lentement vers le range et je lui ai nommé, à mesure que nous dépassions les parcelles bien délimitées par des bornes sur lesquelles je veille scrupuleusement, les pins sylvestres, les mélèzes, les douglas, les épicéas d'Amérique qu'on appelle aussi sitka. Il doit y avoir des champignons en automne ici. Jamais sous les douglas. Et pourquoi? Parce que leurs racines détruisent et mycorhizent. C'est comme ça. Une fois parvenue près du range, il m'a semblé qu'elle était fatiguée, et je l'ai invitée à s'asseoir au bord de la clairière sur un tronc de douglas couché. Là, il y avait plus de clarté qu'en bas, car beaucoup d'arbres étaient arrachés. Nous sommes restés un long moment silencieux, moi me demandant si elle souffrait de sa jambe, Charlotte réfléchissant à ce que je lui avais dit du peuple de la forêt. Tous ces personnages, Bastien, tu y croyais? Oui. Et aujourd'hui? Ça dépend des jours, dis-je en souriant. J'ai ajouté aussitôt: Dans la forêt, tout est possible. Tu verras à quel point, quand tu la connaîtras mieux. Mais rien n'existe de tout cela, a-t-elle demandé aussitôt, comme pour être rassurée. Le chevalier Renaud a existé. Comment le sais-tu? Tout le monde le sait. C'était l'un des 4 fils du roi Aymon, qui s'était rebellé contre Charlemagne quand il était au sommet de sa gloire. Il les a poursuivis jusqu'aux Pyrénées, et ils sont passés par ici. Le reste, qu'il ait chevauché Bayard qui lui avait donné la fée Oriande, ou qu'il était protégé par l'enchanteur Mogis, c'était une légende. Mais Charlemagne et Renaud ont bien existé, eux, comme Roland d'ailleurs. Nous l'avons tous appris à l'école. Mais en forêt, vois-tu, on ne fait pas vraiment la différence entre le faux et le vrai. Ils se mêlent étroitement, on ne les distingue pas toujours. Et j'ai repris tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle venait d'entendre. Dis-toi bien, ma petite fille, qu'en forêt, tout peut arriver, même ce à quoi on n'a jamais pensé. À cet instant, une ombre brune a jailli à une vingtaine de mètres sur notre gauche et sauté par-dessus les fûts couchés. Charlotte a eu un sursaut de tout le corps et a crié de surprise. N'aie pas peur, ai-je dit. C'est qu'un chevreuil. Elle s'est aussitôt apaisée, puis elle m'a demandé, changeant de sujet, comme si le premier m'était mal à l'aise. Pourquoi tous ces arbres venus d'Amérique? Les sapins de Vancouver, les sitkas, je ne sais quoi encore. J'ai même lu sur internet qu'on plantait maintenant des chênes rouges de là-bas. Toujours pour les mêmes raisons. Ils sont robustes, possèdent de bonnes qualités d'homogénéité et ils poussent plus vite que les feuillus. Tu ne dois plus reconnaître ta forêt? Oh, elle a beaucoup changé en effet, mais les feuillus restent encore importants, hein, heureusement. Les êtres et les chênes se vendent pour les bénisteries, les châtaigniers et les peupliers pour la caisserie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus la patience d'attendre. Il faut aller vite, et un chêne rouge d'Amérique met 2 fois moins de temps, ou presque, pour venir à maturité qu'un chêne Cécile de chez nous. Quand s'est-on rendu compte de cela? Après la guerre, surtout. Avant, on plantait moins, et c'était principalement des IPCA et des pins d'Europe. Ça veut dire quoi, avant? Ça veut dire après la guerre de 1914. Beaucoup d'hommes étaient morts et les bras manquaient pour travailler la terre. Alors, les survivants ont commencé à planter. Une fois les arbres en terre, c'est la nature qui fait le reste.
On n'a pas besoin de beaucoup pour s'en occuper, si ce n'est pour éclaircir. Les pins sylvestres servaient surtout pour la boiserie des galeries dans les mines, et on en faisait aussi des poteaux téléphoniques. Mais c'est surtout après la guerre de 1939-45 qu'on s'est mis à planter des épicéas. Il y avait un homme ici, dont je ne me rappelle plus le nom, qui avait fait des recherches en ce sens. Aujourd'hui, le Douglas est devenu l'arbre que l'on plante le plus. Il est imputrescible, facilement tranchable, et il pousse très vite. Je me suis tue un instant, puis j'ai repris après avoir constaté que mes propos semblaient l'intéresser. Mais tu sais, la forêt ici est récente. Contrairement à ce que l'on peut croire au début du siècle dernier, le plateau n'était pas si boisé. Je pensais que cette forêt datait au moins du Moyen Âge. Pas du tout. Les hommes ont leur part dans cette grande œuvre. Et je suppose que tu préfères les feuillus? Oui, en effet, parce que ce sont les arbres les plus naturels, ceux de mon enfance, parmi lesquels j'ai grandi. En me tournant vers Charlotte, j'ai vu qu'elle m'écoutait toujours avec intérêt, et je lui ai demandé: Depuis quand t'intéresses-tu aux arbres, toi? Depuis que je suis là. Quand nos regards se sont croisés, Charlotte a souri, puis elle a détourné la tête et m'a dit: Il faut que je te demande autre chose, Bastien. Je t'écoute. Voilà. Fabrice, mon compagnon, m'a demandé s'il pouvait venir me voir quelques jours ici. Elle a hésité, puis elle a repris: Je veux dire, chez toi. Et elle a ajouté comme prise en faute: Je sais que tu n'aimes pas beaucoup la compagnie. Combien de jours? 2 ou 3, pas plus. C'est entendu. Le silence s'est installé entre nous pendant un long moment, puis un bruit étrange dans les hautes branches de quelques douglas restés debout nous a alertés. Qu'est-ce que c'est? A demandé Charlotte. Il rêve, ai-je dit. Les arbres? Bien sûr, les arbres. Et tu crois ça, toi, Bastien? Mais bien sûr que je le crois. Et de quoi rêve-t-il? Retrouvant dans ma mémoire la réponse de mon père qui m'avait tant intrigué enfant, j'ai murmuré: Je ne te le dirai pas. Pourquoi? Pas encore. Un jour, quand tu les connaîtras mieux. Elle a tenté de protester, mais je ne lui ai pas laissé le temps. On va partir vers le range, ai-je dit, et je vais te montrer les parcelles qui m'appartiennent. Il faut que tu les connaisses. Elle ne m'a pas demandé pourquoi, mais j'ai senti qu'elle en était flattée. Allez, viens. Puis je me suis mise en marche vers le range qui était stationné à 10 mètres de là. Je n'avais pas fait 5 pas que j'ai entendu un choc derrière moi et je me suis retournée aussitôt. Charlotte était allongée sur le côté, gémissante, un bras posé sur sa jambe gauche. Je me suis précipitée, j'ai tenté de la relever, mais elle a murmuré d'une voix que je ne connaissais pas: Non, attends, s'il te plaît. J'avais compris ce qui s'était passé. Sa jambe malade avait cédé sous elle, mais je me suis refusée à cette évidence et voulais à tout prix la relever. Attends, attends. Finalement, j'ai passé un bras sous ses épaules et je l'ai soulevée, étonnée qu'elle pèse si peu. Puis je l'ai portée dans la cabine du range, où elle est demeurée la tête appuyée contre la banquette, les yeux clos. Ce n'est rien, répétait-elle, s'efforçant de sourire. J'ai démarré, évitant les creux du sentier pour lui épargner les chaos, et une fois sur la route, j'ai pris direction la dir... Pardon. J'ai pris directement la direction des Serrières, abandonnant le projet de montrer à ma petite fille les bois qui m'appartenaient. Nous ne parlions pas, trop préoccupés que nous étions par ce qui venait de se passer. Je m'en voulais de l'avoir fait marcher pendant près de 2 kilomètres, et je devinais qu'elle se reprochait de ne pas avoir été assez forte, de s'être trahie, de m'avoir infligé le spectacle de la douleur, de sa détresse. Une fois dans la cour, je l'ai aidée à descendre, mais elle a fait un effort sur elle-même pour me montrer que ses jambes de nouveau la portaient, qu'elle n'avait pas besoin de moi. Je me suis contentée de la soutenir par un bras, et comme elle me le demandait, je l'ai lâchée dans le couloir. Alors elle a marché jusqu'au canapé sur lequel elle s'est laissée choir, fermant les yeux pour ne plus me montrer les 2 larmes qui coulaient, débordées malgré ses efforts pour les retenir. J'ai faim de ne pas les voir, j'ai fait demi-tour pour aller me réfugier dans mon bureau, dont j'ai refermé violemment la porte derrière moi. Encore un petit chapitre. Allez. Chapitre 15. Fabrice était arrivé un après-midi alors que je travaillais en forêt. Je l'avais trouvé le soir en rentrant, assis près de Charlotte dans le salon, sur ce canapé où elle se plaisait tant. C'était un jeune homme brun, grand, sec, les yeux noirs,
mais avait sur le visage un air un peu égaré, comme s'il ne croyait pas vraiment au fait de se trouver si loin de son univers familier, ou s'il ne se sentait pas de taille à affronter près de Charlotte ce qu'elle vivait si douloureusement. Je m'étais montré aimable, prévenant, mais je m'étais pas attardée dans le salon après le repas, et une fois dans mon bureau, je n'étais pas fâchée de la présence dans la pièce d'à côté d'un homme qui, pensais-je, devait être plus capable que moi d'aider Charlotte, de lui donner les forces nécessaires pour gagner le combat engagé. En les écoutant pendant les repas du soir, ils m'avaient paru étrangers, inaccessibles. Leurs préoccupations semblaient très éloignées des miennes. Argent, travail, appartement, problèmes de connexion, de logiciels, de banques de données, etc. Je ne me suis pas formalisée, et au contraire, j'ai essayé de les comprendre, de me rapprocher d'eux. Mais il existait une telle différence entre la forêt et Paris, il y avait une telle distance entre ces deux mondes que je savais impossible la moindre comparaison, la moindre superposition. Il y a longtemps que j'ai admis la primauté des villes sur les campagnes, une victoire célébrée par la fin du siècle précédent. J'avais lu à ce sujet un article écrit par un philosophe qui m'avait laissé songeur. En effet, depuis le néolithique, les hommes avaient vécu sur le même modèle paysan. C'était le XXe siècle qui avait provoqué le changement le plus important jamais constaté, une révolution silencieuse et secrète qui avait abouti au fait que la population rurale était passée de 80% de paysans à 2%. L'événement essentiel du XXe siècle, c'était avant tout cela, le néolithique, écrivait le philosophe en question. C'était achevé en l'an 2000 et le monde ne serait plus jamais le même. Je n'avais pas du tout l'intention de le contester, seulement celle de ne pas en concevoir trop de nostalgie, trop d'amertume ou de dépit. Solange, comme moi, s'était éloignée pour laisser Charlotte et Fabrice seuls, et m'avait-il semblé aussi soulagé que moi de ne plus se trouver en première ligne dans un combat si difficile. Mais Fabrice n'était probablement pas de taille à relever un tel défi. Il n'était pas resté longtemps, 3 jours seulement. Alors Solange avait aussitôt repris son rôle auprès de Charlotte, et la vie ordinaire avait recommencé, sans que j'ose poser la question qui me brûlait les lèvres. Est-ce que Charlotte allait rester longtemps en Servière? Est-ce que je devais tenir compte de sa présence à l'avenir? Et si oui, jusqu'à quand? Les souvenirs de ma petite fille allongée sur le sol de la clairière ne cessaient de me hanter. J'essayais de le fuir en m'immergeant dans le travail, et après le repas, je prétextais des tâches urgentes pour gagner mon bureau. Je peux t'aider peut-être, m'a dit Charlotte un soir, alors que je m'apprêtais à gagner mon refuge. Comment refuser? Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, je lui ai montré le courrier en attente, les factures, et je lui ai dit qu'elle pouvait répondre au téléphone pendant la journée, au lieu de laisser s'accumuler les messages. Que je réponde quoi, Bastien? Que je suis débordée, que je peux pas intervenir pour le moment, mais que je prends bonne note des parcelles dont il est question. Ainsi, en quelques jours, à mon grand soulagement, nos rapports ont pris une dimension plus ordinaire, plus quotidienne, moins grave. Je me suis aperçu très vite qu'elle était efficace, ordonnée et tout à fait capable de faire face à l'imprévu quand un propriétaire surgissait à Servière pour me supplier de travailler chez lui le plus vite possible. Je me suis sentie soulagée, je n'ai pas hésité à lui confier d'autres tâches, comme établir les fiches de paye des forestiers, trouver de nouveaux espaces pour stocker le bois, harceler les transporteurs afin qu'ils débarrassent les grumes accumulées au bord des routes, démarcher de nouveaux acheteurs à l'étranger pour du bois dont plus personne en France ne voulait. Un matin, la tête d'une Timberjack a refusé de fonctionner. D'après Étienne, elle avait été trop sollicitée, s'était détériorée un peu plus chaque jour, et il fallait impérativement la changer. 3 jours d'immobilisation seraient nécessaires alors qu'on en avait besoin. J'ai dû prendre la décision d'acheter une nouvelle machine pour faire face à tous les chantiers en cours. Tu aurais dû le faire plus tôt, m'a reproché Charlotte le soir même. Tu dis que tu as du travail pour au moins 10 ans et tes machines s'amortissent en 7 ans. Pourquoi avoir hésité? La vérité est que j'avais toujours beaucoup de difficultés à acquérir des machines aussi chères, car ces achats me semblaient mettre en péril l'équilibre de mes finances. Il était évident qu'elle avait souvent raison, Charlotte, et que j'aurais gagné à lui confier la gestion de mon entreprise. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'elle prenne trop d'importance, car si elle repartait, et il était évident pour moi qu'elle repartirait, je devrais de nouveau, faire face seule, comme toujours. À cette idée, quelque chose en moi s'est noué, et c'est ainsi que je me suis mise à redouter l'annonce d'un départ prochain. Elle ne sortait plus de la maison, et il était évident qu'elle avait de plus en plus de mal à se déplacer. Je feignis de ne pas y accorder trop d'importance, mais je ne pouvais m'empêcher de m'inquiéter auprès de Solange. J'ai remarqué aussi, m'a-t-elle dit un soir alors qu'elle repartait après avoir aidé Charlotte à préparer le repas.
C'est ce même soir, alors que nous finissons d'examiner le courrier et qu'il fallait choisir entre une machine finlandaise de marque Valmet ou une Timberjack canadienne, que Charlotte m'a raconté pardon, que Charlotte m'a raconté son voyage au Québec l'année précédente, un voyage qui l'avait enchantée. Et comme je l'écoutais avec attention parler du Saint-Laurent, des grandes forêts blanches de Chicoutimi, de Trois-Rivières, des grands lacs, elle m'a demandé: Tu n'as jamais quitté le plateau? Vraiment? Si, 2 fois. La première pour mon service militaire. Où donc? En Afrique. Comment ça? Les jeunes d'ici partaient en Afrique? Non, moi seulement. Et pourquoi donc? C'était loin tout ça. Je n'avais guère envie de raconter comment, de Limoges, je m'étais retrouvée à Abidjan. Mais comme elle insistait, j'ai fini par m'y résoudre et je lui expliquai qu'à l'heure de partir au service militaire, je m'y étais refusée de toutes mes forces et que je n'avais pas répondu à la convocation de l'armée. Censé gagner la gare d'Aiglemont à pied pour rejoindre mon régiment d'affectation, je n'avais pas voulu que mon père m'y conduise. Je m'étais réfugiée dans la forêt et j'avais été considérée comme déserteur. On ne plaisantait pas avec ces choses-là à l'époque. Aussi, après une visite des gendarmes qui avaient expliqué à mon père la gravité de la situation, il m'avait retrouvée au fond des bois et convaincu que je ne pouvais pas vivre toute ma vie cachée dans la forêt. Pour plus de sûreté, il m'avait conduit lui-même à Limoges et remis aux autorités militaires qui n'avaient pas hésité. Au lieu d'un régiment d'infanterie traditionnel, le déserteur que j'étais avait été sanctionné et de ce fait affecté à l'infanterie de marine des forces coloniales. Après 3 mois de classe à Toulon, je m'étais retrouvée sur un bateau en partance vers l'Afrique occidentale française, plus précisément la Côte d'Ivoire, où j'avais passé 12 mois avant d'être rapatriée à Toulon pour y finir mon temps. De ces longs mois en Afrique, je m'étais efforcée de ne pas garder le moindre souvenir, sinon celui des immenses forêts entre Abidjan et Yamoussoukro, où mon régiment partait souvent en opération. Il constituait un long tunnel dans ma vie, que je retrouvais quelquefois dans mes rêves où régnait une chaleur accablante, un ennui interminable qui n'avait fait que confirmer ma certitude. Le plateau où j'étais née constituait le seul endroit au monde où je pouvais être heureux. Et la seconde fois? A demandé Charlotte. Je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Pourquoi? Ça concerne Justine. Charlotte, dépitée, n'a pas insisté. Elle a seulement demandé: Alors, tu n'as jamais pris l'avion? Non, seulement le bateau. Et je m'en serais bien passé. Elle m'a considéré un moment en silence, puis: Et tu t'es mariée dès ton retour du service militaire? 1 an après. Si vite? Je connaissais Louise depuis longtemps. Elle avait le même âge que moi et nous étions allés à l'école ensemble à Aiglemont. C'est là qu'elle habitait. Elle avait passé avec succès le concours d'entrée à l'école normale, mais elle n'avait pas pu y aller, car sa mère était morte à ce moment-là et elle avait dû s'occuper de ses 2 sœurs plus jeunes qu'elle. C'était la règle à l'époque. Les filles aînées s'occupaient des familles en difficulté. Aucune n'aurait songé à refuser. Une famille de forestiers, je suppose. Pas tout à fait. En réalité, son père était transporteur et il n'était pas souvent présent à la maison. D'où le fait que Louise a dû renoncer à partir pour remplacer sa mère. Elle l'a regretté? Elle ne s'en est jamais plainte. Et je suis sûre qu'elle a souvent pensé aux études qu'elle aurait pu faire, au métier qu'elle aurait pu exercer. Faut voir d'ailleurs comment elle s'est occupée de ta mère et avec quel succès. Si elle était partie, vous ne vous seriez pas mariés? Je sais pas, peut-être que non. Charlotte a murmuré. Et je n'existerai pas, et ma mère non plus. J'ai sursauté car c'était là une pensée qui ne m'était jamais venue à l'esprit et qui m'a surpris désagréablement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ai-je dit avec un peu d'hostilité dans la voix. C'est l'évidence, Bastien. Si elle était partie, on aurait continué à se voir aux vacances. Parce que tu l'as rencontrée déjà? Je te l'ai dit, depuis l'école primaire, on ne s'était jamais perdu de vue. Elle savait que j'étais là, tout près, et je savais qu'elle m'attendait. Et vous voyez où? C'est indiscret de demander ça. J'ai répondu sans une hésitation. La forêt est grande. Et son père était souvent absent? Exactement. Et donc vous vous êtes mariés en 1951? Oui, en septembre. Où? Je ne l'ai jamais su. À Aiglemont, au domicile de la future épouse. C'était la tradition. Et Louise est venue habiter ici, dans cette maison? Oui, ses sœurs avaient grandi. La plus âgée s'occupait maintenant de la plus jeune. Alors, il y avait 3 femmes dans cette maison? Non,
Justine est partie aussitôt, comme si elle n'avait attendu que cela. 2 jours après l'arrivée de Louise ici, en fait. Je crois qu'elle a dû se sentir libérée. Quelqu'un allait veiller sur notre mère, s'occuper du foyer. Alors elle est partie. C'est comme ça que tout a commencé. Devant le silence brusquement retombé, Charlotte a hésité, puis qu'est-ce qui s'est passé, Bastien m'a-t-elle demandé d'une voix très douce, qui cependant m'a fait sursauter. Je n'ai pas pu répondre. Je me suis levée brusquement pour fermer les volets en disant c'est l'heure d'aller dormir. Charlotte m'a embrassée et m'a dit d'une voix où j'ai pourtant deviné un reproche. Si tu veux que je guérisse, Bastien, il faudrait bien qu'un jour tu me livres ces secrets qui vous ont fait tant de mal. Un jour, c'est promis. C'est si terrible que ça? Bien plus que tu peux l'imaginer. Charlotte m'a dévisagé un instant en silence, puis elle a ajouté avant de disparaître dans le couloir. Alors tu as raison, ça peut attendre un peu. Et je suis restée seule, me demandant si je devais vraiment réveiller des secrets dont le temps avait à peine endormi la douleur. Je vous remercie à tous pour votre présence, je vous souhaite une agréable soirée, puis je vous retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.